Bonjour et bienvenue sur l'émission Plaisir d'amour. Chantal Brault ici, néosexopédienne, spécialiste en savoir-faire et en savoir-être sexuel et spécialiste des sens et du plaisir. Aujourd'hui, on reçoit une invitée tout à fait spéciale, très particulière parce qu'on me reçoit. On va vous présenter votre animatrice pour la prochaine saison, justement de cette émission Plaisir d'amour. Vous allez voir d'où je viens et pourquoi je fais cette émission. Et on va parler principalement de plaisir. Donc, accueillons Chantal Brault. Bonjour Chantal, bienvenue sur l'émission. Bien contente de te recevoir, ça fait tout drôle de te parler. Écoute, premièrement, je pense que tout le monde se pose la question, qu'est-ce qu'une néosexopédienne? Est-ce que tu peux nous éclairer sur ce sujet? Une néosexopédienne, bon, comment te dire ça? Néo pour nouveau, sexo pour sexualité et pédi pour éducation. Donc, c'est une nouvelle façon de faire de l'éducation sexuelle parce que ça passe beaucoup par le vécu et les apprentissages. En fait, ce que je dis, c'est que néosexopédie, c'est une spécialiste en savoir-faire et en savoir-être sexuel, une spécialiste des sens et du plaisir, carrément. Bon, maintenant qu'on comprend mieux, explique-nous, c'est quoi ça veut dire? Comment on devient une spécialiste en savoir-faire et en savoir-être sexuel? C'est né comment, ça? D'où tu viens pour faire ça aujourd'hui? Puis est-ce que ça va jusque où, ça, cette spécialité-là? Est-ce que tu suis les gens dans la chambre à coucher? Bon, ça, c'est une longue histoire. Une spécialiste des sens et du plaisir, savoir-faire et savoir-être. Écoute, je viens d'un milieu, je pense qu'on développe des approches sur notre propre vécu, face à notre propre vécu, à ce qui nous a peut-être le plus frappé ou le plus manqué, ou nos interrogations sont peut-être les plus présentes. Moi, je suis arrivée dans ce milieu-là, je te dirais un petit peu accidentellement, à l'âge de 25 ans, après avoir 4 enfants, et 4 ans à la maison où je voulais faire quelque chose, je voulais sortir, je voulais créer ma propre entreprise. Et mon mari me suggère à l'époque, et quelqu'un d'autre, pourquoi pas un sex shop. Écoute, un sex shop, oublie ça. Moi, je viens d'un milieu hyper religieux. Okay? J'ai été élevée autant d'un côté que de l'autre, par, je pourrais dire, des fanatiques de Dieu. Là. Fait que c'était la religion très, très intensément chez nous. J'ai même pensé, à l'âge de 15 ans, devenir religieuse. Fait que c'était pas du tout dans mon bagage. Moi, c'était plus les préjugés, les tabous, le malaise face au plaisir. C'était beaucoup plus ça qui était présent. Fait qu'ouvrir un sex shop, encore moins, j'avais aucune idée de ce que c'était. Mais je suis une personne qui confronte beaucoup, c'est-à-dire que quand je m'aperçois que j'ai un malaise face à quelque chose, bien, je vais m'arranger pour aller le confronter, pour pouvoir me sortir de cet environnement-là. Donc, j'ai dit oui, sans savoir dans quoi je m'embarquais. J'ai dit OK, fait que on fait ça. Je commence le magasinage et tout. En tout cas, c'était toute une expérience assez particulière. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et j'ai développé une approche quand même tout à fait particulière parce que même si je me suis découvert à cette époque que j'avais une certaine ouverture d'esprit, que je ne pensais pas avoir, que j'étais fascinée et curieuse surtout, parce que je ne connaissais absolument rien. C'était vraiment pas dans ma zone de confort à moi, là, mais je me suis aperçue que j'avais une curiosité et je voulais savoir de quoi il en était. Et j'ai découvert aussi que j'avais une empathie face aux gens qui étaient très développés. Parce que ce qui était très curieux, c'est que les gens venaient poser des questions en boutique érotique, puis moi, j'étais complètement dépourvue. C'est pourquoi tu viens poser des questions à moi? Je me semble, je sais pas, va voir un sexologue. Mais il faut se ramener à l'époque aussi, en 92, ça commençait, les sexologues, et il n'y avait pas d'Internet non plus. Hein. Fait que la seule façon qu'on avait de pouvoir aller chercher de l'information, c'était d'aller à la bibliothèque, de se trouver un livre, de lire. Et c'est pas en demandant à tes copains que tu as de l'information. Chacun a sa propre expérience, puis tu vas te vanter de tes prouesses, mais tu ne te vanteras pas de ce qui ne fonctionne pas. Donc, les gens
tout naturellement, pensait trouver des réponses en boutique érotique. Et moi, je n'étais pas confortable dans le fait de ne pas être capable de répondre. Puis, j'étais sensible aussi à cette détresse-là. Puis, ça venait répondre à mes interrogations aussi. Bien, j'étais curieuse de connaître ces réponses-là que les gens avaient. Bien, je me suis dit, écoute, je ne sais pas, je ne connais pas la réponse à ta question, mais donne-moi 2 semaines, je vais chercher. C'est comme ça que ça a commencé. Et on dit que si on lit sur un sujet précis pendant une demi-heure de temps à chaque jour, au bout de 5 ans, on devient expert. Dans mon cas, on parle de 5 à 6 heures par jour facilement de lecture, de recherche, d'approfondissement des connaissances, en plus de parler à 5 à 6 000 personnes par année sur une période d'environ 15 ans. Donc, oui, spécialiste, expert en savoir-faire et en savoir-être sexuel, particulièrement au niveau du plaisir. Fait que ce qu'on vit, ce qu'on ressent dans notre quotidien, de quelle façon est-ce que ça se passe? Est-ce que je suis les gens dans la chambre à coucher? Non. Je n'ai pas besoin de suivre les gens dans la chambre à coucher. Je pense que mes explications sont assez simples, assez concises et assez précises pour que chaque personne soit capable de se débrouiller. De toute façon, dans une relation sexuelle, l'aspect physique, technique, là, ça compte pour quoi? 10 peut-être au niveau de la relation. Tout le restant, c'est vraiment une question de être, de savoir-être. Fait que c'est pas juste une question de savoir-faire. Donc, aucune nécessité d'aller avec les gens dans la chambre à coucher. Et ça coupe, de toute façon, si on suit une méthode ABC, ça coupe la spontanéité, ça coupe la beauté du geste. Fait que c'est complètement inutile de faire ça. Et je ne suis pas là non plus pour faire des shows ou des présentations puis regarder comment est-ce que ça fonctionne. J'explique, OK? Je suis formatrice, conférencière, je suis auteure de plusieurs livres et nouvellement aujourd'hui, animatrice de cette émission de télé. C'est comme ça que je procède et c'est un peu mon vécu. Donc, parle-nous aujourd'hui de finalement ton 8e livre qui est Vivre le plaisir des sens, parce que le sujet d'aujourd'hui, c'est ça, hein, c'est le plaisir des sens. Donc, comment tu vois ça? Explique-nous d'où est-ce que ça part, ça, le plaisir, et comment est-ce qu'on peut vivre ça au quotidien? Donne-nous des exemples, des trucs, qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien? Fait que oui, parlons-en du plaisir. Ça me fait plaisir qu'on aborde le sujet parce que ce que j'ai trouvé tout au long de ces années, c'est que la sexologie va s'occuper des comportements sexuels. Ça, c'est intéressant. Et le plaisir en tant que tel, il est laissé un peu dans le vide. C'est comme si on l'avait laissé un peu à la porno, puis on s'entend que la porno, c'est pas du tout le plaisir, c'est du fantasme mis en visuel, et particulièrement le fantasme masculin mis en visuel. Donc, c'est pas de l'apprentissage, pas une école, puis c'est encore moins du plaisir. Donc, qu'est-ce que c'est que le plaisir? J'ai écrit un livre complet sur ça, Vivre le plaisir des sens, qui, à mon sens, est un guide fantastique vers les solutions. Parce que moi, je travaille davantage avec les solutions qu'avec les problèmes. Je ne considère pas qu'il y a des problèmes sexuels. Moi, je vois ça, j'interprète ça comme des conséquences dues à notre ignorance, des enfargements. C'est carrément ça. C'est notre ignorance. Comment est-ce qu'on peut arriver à vivre le plaisir? Bien, je dirais par les 7 accès au plaisir. Okay? Le plaisir, il vient principalement de nos sens, de nos 5 sens. Mais on est rendu tellement pressé, on a des vies tellement chargées qu'on est rendu déconnecté. On est distrait par plein de choses alentour, qu'on n'a plus vraiment contact avec soi, avec notre essence. Fait que le plaisir, on court après, mais il est principalement absent de nos vies aujourd'hui parce qu'on est stressé, on est toujours à la quête et à la poursuite de quelque chose, puis on s'est perdu de vue. Donc, reprendre contact avec nos sens, savoir où on en est aujourd'hui. Je pose rien qu'une question simple. Tu sais, c'est quand la dernière fois, est-ce que tu t'arrêtes pour vraiment là, savourer le repas que tu es en train de manger? Tu manges, tu regardes la télé, tu jases avec l'autre, tu fais 56 000 affaires en même temps sans vraiment prendre le temps de dire et que c'est donc bon, et que ça coûte bon, et que c'est savoureux. Fait que les sens, dans le fond, c'est ça, le plaisir, il vient de nos 5 sens. Mais on est vraiment déconnecté. Si on veut se reconnecter, voir où est-ce qu'on en est face à cette déconnexion-là de notre essence, il y a plein de trucs
Il y a plein d'exercices qui sont super le fun à faire, que d'ailleurs, ils sont tous démontrés là-dedans, avec des exemples aussi. Commençons par le premier. Okay? J'ai du temps un petit peu, donc si vous voulez faire ça, je vous suggère de le faire. Voici le premier. Okay? Quoi de mieux? Mettons que du jour au lendemain, là, tu perds la vue, tu deviens aveugle. Qu'est-ce qui se passe? On prend pour acquis que nos sens, hein, on les a, puis c'est acquis, ça. C'est à moi, puis bon, on n'en tient même plus compte. Mais mettons que là d'une minute à l'autre, là, bam, tu viens de perdre la vue. Comment tu vis ça? Comment tu te sens? T'es perdu. Là tu paniques un peu, il faut que tu te repères. Il faut que tu te positionnes dans l'atmosphère. Tes proportions, ta perception, elle vient complètement de changer. Et si, par inadvertance, très, très, très chanceux, une journée, 2 journées plus tard, tu retrouves la vue, qu'est-ce qui va se passer dans ta tête? C'est comme, wow, là, tu vas apprécier ce sens que tu as toujours eu avant, mais que tu as perdu et que maintenant tu dis, hey, j'ai-tu une chance inouïe d'avoir la vue, de pouvoir voir? Ça me permet de me positionner, d'admirer, de regarder. Il y a tellement de plaisir à retirer de chacun de nos sens. De s'en priver, ça nous fait prendre conscience justement de j'en suis où face à cette perception-là. Donc, le premier exercice à faire qui est super le fun, tu fais ça en couple. Ah, tu le sais, hein? On l'a fait, hein? Donc, on fait ça en couple. Essayez ça, tu dis, qu'est-ce que tu en penses, chérie, ce soir, si on faisait l'amour, mais la règle de ce soir, c'est que tous les deux, on va perdre la vue. C'est-à-dire que tous les deux, on va mettre un bandeau avant même l'épluchage, avant même le déshabillage. Qu'est-ce qui va se passer? Le fait de perdre la vue va faire que, il n'y a aucun donneur, aucun receveur, il n'y a pas de meneur, il n'y a pas de prof, il n'y a pas d'élève, et il n'y a pas d'attente non plus. Hein? Parce que quand on fait juste fermer les yeux, ce qui se passe, c'est que j'ai des pensées distraites. Hein? Mes pensées s'en vont d'un bord puis de l'autre. Je vais penser à plein de choses. Je vais me concentrer. Non, OK, il faut que je me concentre, il faut que je me concentre. Tandis que quand j'ai un bandeau, oups, je viens de perdre le contrôle. Donc, si je n'ai pas le contrôle, je suis dans l'instant présent. Ça me ramène donc à l'ici maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Il est où? Je dois le situer dans l'espace. Ça doit prendre les gestes sont beaucoup plus lents. C'est plus des gestes mécaniques qu'on va faire, puis ça change la routine de façon drastique. Okay? C'est vraiment, on n'est plus habitué, on sort de l'habitude, on sort de notre zone de confort. Donc, se situer, on touche, on sent, on ressent la texture que on n'en avait même plus conscience, là, tellement qu'on est habitué et qu'on fait les choses de façon tellement mécanique. Donc, juste le fait de sentir et de ressentir sous nos doigts, l'odeur vient de prendre une proportion aussi qui est démesurée. On va embrasser, on va goûter la peau, on va goûter la texture. On prend conscience de ce qui se passe, de l'environnement et de ce qui nous entoure. Donc, de faire une relation sexuelle, mais avec cette règle d'or que tous les deux, ce soir, on perd la vue. Tous les deux, ce soir, on fait l'expérimentation de revirer le miroir vers soi et de voir comment ça se passe dans mon corps, comment est-ce que je vis le plaisir. On est tellement centré sur l'autre, on est tellement concentré sur l'autre, on est tellement dans une job sur l'autre qu'on ne vit plus le plaisir, puis c'est responsable de plein de situations problématiques, donc de conséquences. Sortons de là, goûtons le plaisir et prenons le temps de vivre ce genre d'expérience-là. Je vous le dis, vous allez le faire une fois, là, vous allez répéter l'expérience plusieurs fois. Ensuite, je dis qu'il y en a 7, je n'aurai pas le temps de passer toutes les 7, mais si j'y vais avec le suivant, c'est on s'est privé de la vue. Si maintenant, ce soir, au lieu de se priver de la vue, on se privait de l'ouïe. Donc, on devient sourd. Ça a un impact différent. Je vois, je peux percevoir ce qu'il est, mais vu que je n'entends pas, qu'est-ce qui se passe quand on se bouche les 2 oreilles? Bien, on a conscience de notre rythme cardiaque, de notre battement, de la pression, de ce qui se passe à l'intérieur. Fait qu'il y a plus d'introspection et on est plus attentif au visuel du message non verbal, dans le fond, de l'autre personne, de la façon qu'elle réagit. Je vais être plus attentive
à ce qui se passe de l'autre côté. Fait que déjà qu'on a fait l'expérience du sensoriel, je l'ai encore en expérience, là, je fais l'expérience de centrer sur moi, j'observe ce qui se passe, mais qu'est-ce que ça me fait d'observer ce qui se passe? Est-ce que je comprends ce qui se passe là, présentement? C'est intéressant comme expérience. Ensuite, si vous voulez vous amuser à compliquer les choses, c'est que vous refaites l'expérience, mais avec et les yeux bandés et les bouchons dans les oreilles. Donc là, on devient et sourd et aveugle en même temps, les deux partenaires à la fois. Donc là, on est complètement dans le noir total, là. On n'a pas du tout de son, de repère. Donc, il faut apprendre à saisir les messages corporels de l'autre pour ne pas lui faire mal. Les gestes sont lents. La perception est incroyable face à ça. Ça, c'est des expériences que je vous suggère fortement de faire parce que c'est magique. Les prises de conscience qu'on fait, on change complètement notre façon de faire et notre façon de voir suite à ça. C'est une façon de reprendre contact avec ses sens. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est l'inverse. Vu qu'on s'est privé, une autre façon de voir comment est-ce qu'on vit ça à travers le corps, c'est de l'exagérer. Donc, on exagère la respiration. Hein? On sait que la respiration est responsable de notre concentration. Donc, si j'inspire par le nez et j'expire par la bouche, inspirer par le nez, ça facilite la perception. Donc, je perçois mieux ce qui se passe. Et quand j'expire par la bouche, je facilite l'expression. Et pas juste ça, le fait de me concentrer sur ma respiration fait que je n'ai pas de pensée distraite. Et je mets mon corps en position d'ouverture. Ça fait passer le courant. Parce que vous remarquerez qu'on est souvent crispé comme ça lorsqu'on est en relation sexuelle plutôt que d'être vraiment relax et en position d'ouverture et de réception. Donc, faites ça. Toujours respirer de cette façon-là, tout le temps, tout le long. Vous allez voir que les gestes que vous allez poser ne pourront plus se faire au même rythme. Vous allez être obligé de respecter le rythme du corps parce que sinon, il faut augmenter la respiration pour suivre le crescendo, pour suivre l'accentuation. Vous allez voir comment est-ce que ça se bouscule dans le corps. C'est très intéressant. Puis on est porté à l'oublier, on ne respire plus, on respire comme d'habitude, on respire en petit chien, hein? Comme ça. On se bloque. Du moment que je fais comme ça, je viens de fermer, je viens de bloquer, fait que la stimulation ne passe pas, le courant ne passe pas à travers le corps. Fait que c'est d'ouvrir et d'ouvrir le corps. De faire des respirations comme ça nous permet d'ouvrir le corps tout au long de la relation sexuelle. Ensuite, une autre exagération qu'on peut faire, c'est l'exagération du mouvement. Fait que quand j'exagère le mouvement, c'est-à-dire que chaque caresse, j'y réponds. Ça devient un peu comme la danse des corps. Mais ce n'est pas juste un des deux partenaires, c'est les deux. Les deux doivent exagérer. Donc, j'exagère la caresse. J'exagère le mouvement, l'appréciation de la caresse. Je vais au-devant et j'y goûte. Puis ça, ce que ça nous fait faire comme prise de conscience, c'est que, justement, c'est ça, on crispe. On est tellement serré, on est tellement crispé, on est tellement dans une job, puis on est tellement de pression que ça coupe absolument toutes les sensations. Ça reste là comme une boule incontrôlable. Si on veut arriver à avoir un minimum de contrôle, un minimum d'intensité et que ça se répande à travers le corps plutôt que d'exploser de façon incontrôlable, bien, si on veut arriver à bien gérer le plaisir à travers le corps, il faut laisser passer le courant. Fait que la respiration, c'en est une, mais l'exagération du mouvement, c'en est un autre. Puis s'il n'exagère pas assez, bien, on le dit, tu sais, hey, t'en mets pas assez, là, ouais, bouge. Puis le fait que l'autre réponde à notre caresse, que l'autre réponde à ça, ça démontre une appréciation, c'est encourageant de toucher. Puis même si vous avez fait les exercices avant de privation de la vue, vous avez augmenté votre perception au niveau des mains, au niveau des sensibilités, ça vient jouer un rôle complètement différent dans la relation sexuelle, ce qui est vraiment très, très intéressant comme expérience. Donc, l'exagération du mouvement. Puis finalement, la dernière et non la moindre, c'est l'exagération du son. Là, on a un malaise. Souvent, on a un grand malaise face à ça parce qu'il y a beaucoup de préjugés, il y a beaucoup de tabous.
On s'empêche de s'exprimer pour plusieurs raisons, par la peur du jugement, la peur de se faire entendre par les voisins, la peur que les enfants entendent, la peur de qu'est-ce qu'ils vont dire. Fait que, suite à ça, on s'empêche, donc on se castre, on se bloque. Fait que là, si vous faites cette expérience-là et qu'il y a des enfants dans les environs et que ça vous gêne, bien, sortez. Faites une sortie de couple, allez à l'extérieur, allez, louez-vous un chalet, louez-vous un hôtel, allez à l'extérieur pour vivre cette expérience-là. Vous devez faire cette prise de conscience qui est hyper importante, qui est de s'exprimer, de verbaliser, de laisser passer l'expression, mais vraiment exagérer. Puis pourquoi l'exagérer? Bien parce que justement, majoritairement, ce qu'on fait, c'est qu'on le coupe, puis on le brime, on s'exprime pas, on est silencieux, on le contient. Fait que plutôt que de le contenir, de l'exagérer, bien justement, ça fait passer le courant. Ça aide à faire passer la sensation à travers le corps et ça augmente, la perception, mais aussi le contrôle à quelque part. Fait que l'exagération du son exagère, puis il y a un côté excitant là-dedans aussi pour le partenaire. Ça démontre l'appréciation. Même si on sait que c'est exagéré, bien, c'est exagéré juste dans les débuts parce qu'après ça, c'est vrai que ça fait passer le courant et c'est vrai que ça fait cette intensité-là. Donc, je vous invite très, très fortement à faire l'expérience de l'exagération du son incontournable à expérimenter. Il y en a qui le font très bien de façon facile, automatique, mais souvent, on remarque parmi les partenaires, il y en a toujours au moins un des deux qui est silencieux. Et pour couronner le tout, si vraiment vous vous êtes amusé là-dedans, amusez-vous à faire des combinaisons, autant dans les privations que dans les exagérations. Si vous arrivez à faire exagérer le son, la respiration et le mouvement dans une même expérience, chapeau. C'est vraiment pas évident. Il faut les avoir expérimenté à quelques reprises avant pour arriver à faire ce genre de choses-là. Mais ça c'est hyper, hyper intense et très, très, très magique parce qu'on est dans le plaisir à l'état pur. Parce que le plaisir, il vient des sens et de la perception qu'on en fait. Puis tout ça, ça joue au niveau de la perception, de la concentration. Fait que je peux jumeler le bandeau, l'exagération du son. Naturellement, on ne met pas le bouchon pour l'exagération du son. Les bouchons des oreilles, ça ne fonctionnerait pas. Mais il y a plusieurs combinaisons qu'on peut faire, qu'on peut s'amuser à faire, qui sont extrêmement efficaces et très intéressantes. C'est à peu près ça, les 7 accès au plaisir. Et vu que le plaisir, on court après, il est peu présent dans notre quotidien, cette émission, c'est ce que je veux en faire. C'est ce que je veux vous offrir, téléspectateurs, par cette tribune. C'est d'inviter à chaque semaine une personne différente qui va venir nous parler d'un sujet précis, qui va vous donner des trucs concrets pour que vous puissiez appliquer dans votre quotidien la possibilité de développer et d'avoir davantage accès à votre plaisir. Et j'espère donner le plus de temps de tribune possible à chacun de mes invités pour justement vous donner le plus d'outils possible pour y arriver. Fait que c'est ça. Ce que j'aime de ce que tu dis, ce que je retiens beaucoup, c'est, tu vois, c'est toute l'observation face au karaté aussi que tu as sur toi. Oui. C'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui d'ailleurs, c'est l'observation sur soi. Oui. On est porté à le faire sur l'autre. D'ailleurs, l'irresponsabilité, c'est ça, hein, c'est de transmettre à l'autre. Fait qu'on veut contrôler, là on va lâcher le contrôle, puis on va virer le miroir sur l'autre côté, puis dire, OK, moi, comment je peux reconnaître, moi, mes propres signes? Comment on fait ça? Comment est-ce qu'on peut, exemple, dans une relation de couple, reconnaître avec la personne avec qui on est, ou si on rencontre cette personne-là pour la première fois, même si c'est en séduction, comment on peut reconnaître qu'on est bien, on n'est pas dans un personnage, on est à l'aise, comment ça se produit? Bien, en fait, il faut déjà commencer par s'observer soi-même dans un contexte neutre. Donc, quand vous êtes en train de marcher dans la rue, quand vous êtes en train de conduire, quand vous êtes chez vous, quand vous êtes bien, quand vous êtes serein, comment vous vous comportez? Comment vous vous asseyez? Comment vous marchez? C'est quoi votre posture en général? Il faut savoir en situation neutre, vous vous comportez comment. Par exemple, moi j'ai une démarche du talon. Quand je marche, on m'entend. Oui, oui. Si c'est un plancher de bois et que j'ai des talons hauts, on va m'entendre très, très, très bien.
Mais par contre, Ça veut dire quoi, une démarche du talon? Une démarche du talon, c'est les gens qui sont capables de prendre en charge. OK. C'est les gens qui vont soutenir, qui vont décider, qui vont être responsables des autres, qui vont mener beaucoup de projets de front. Mais la démarche du talon veut aussi dire aussi que ça va prendre plus de temps avant de se décider. Ah. Moi, il faut que je réfléchisse longtemps à quelque chose avant d'oser me lancer parce que je veux être sûre de mon coup. Une démarche du talon, c'est ça aussi. OK, Ça t'analyse beaucoup. Oui. La démarche du talon, ça prend plus de temps avant de se revirer, mais une fois qu'il est décidé, c'est un bulldozer. OK. Une démarche qui est davantage sautillante, donc plus sur les orteils. Donc, le corps, souvent, est un peu plus penché dans ce temps-là, puis il sautille. La ballerine, un peu, hein? Oui. Dans ce temps-là, ça va être des gens qui peuvent se revirer sur une scène. Eux autres, le changement, il n'y a pas de problème avec ça. Ils se revirent vite, ils ont des idées, ils ont de la créativité, on lance dans un autre projet, let's go. Par contre, quand ils vivent une épreuve, comme ils sont moins ancrés, c'est plus difficile pour eux d'encaisser l'épreuve. C'est important pour les gens qui sont justement sur la pointe des pieds d'avoir quelqu'un qui a une démarche du talon dans l'entourage. La démarche du talon, c'est celui qui va le soutenir. OK. Mais celui qui est sur la plante des pieds, lui, il a plein d'idées, ça bouge vite, puis il peut se revirer sur une scène, c'est même pas un trouble.